Musulmans de France est une vaste fresque qui va de 1914 avec les premiers tirailleurs jusqu'en 2007 avec les discriminations et l'intégration. Nous étions des Beurs, nous étions des Arabes, de la racaille. Et au final, la chose qui ne disparaîtra pas, c'est que nous resterons des musulmans. À travers l'histoire de ces 5 millions de musulmans, c'est un autre regard sur l'histoire de France qui nous est proposé. Quand James Brown dit « I'm black and I'm proud », nous on entend « I'm Arab and I'm proud ». Musulmans de France, première partie, samedi à 22 h sur Public Sénat. Bonjour à tous. Suite du projet de loi sur la réforme des retraites. Les discussions ont repris ce matin à l'article 8 qui porte sur la retraite des fonctionnaires. Et ces discussions se poursuivent dans un climat explosif. Tout d'abord par le contexte. La mobilisation syndicale se poursuit. Une nouvelle journée de manifestation est prévue mardi prochain. Puis les jeunes sont venus grossir les rangs de la contestation. Ils ont été rejoints aujourd'hui par les routiers. Et l'approvisionnement en carburant est toujours très perturbé par les grèves. Dans l'hémicycle aussi, les débats ont été hier très vifs. Ils ont été marqués par des débats enflammés sur l'arrivée des jeunes dans les manifestations. Et puis la séance a aussi été marquée par un incident hier, une erreur de vote d'un sénateur centriste qui a entraîné le rejet de l'article 4 de la réforme. Tout de suite donc, direction l'hémicycle pour la suite des débats sur la réforme des retraites. Le 9 est un peu plus large que la question des militaires puisqu'il porte sur les catégories sédentaires en général. Mais cela dit, c'est vrai, Monsieur le Président Fischer, que l'on peut en parler si vous voulez là, mais je propose de réserver les réponses sur les militaires aux articles qui seront plus spécifiquement consacrés, si vous le voulez bien. Merci. Explication de vote. Madame David. Oui, simplement pour ajouter à ce que disait M. Guy Fischer et pour rappeler que si nous sommes, nous, attachés à cet article, c'est parce que, évidemment, là encore, vous faites passer avant toute chose la partie comptable de cette réforme. Et j'ai bien entendu notre collègue, et effectivement, ce que nous dénonçons, nous, c'est que vous n'avez qu'une vision comptable dans cette réforme, du premier au dernier article, vous n'avez qu'une vision comptable et pour réponse comptable, vous n'apportez qu'une réponse qui va prendre 85% de la somme nécessaire dans la poche des travailleurs, alors que vous allez épargner le capital. Vous ne nous avez pas bien écouté, mon cher collègue, mais s'il y a nécessité, je peux recommencer à vous expliquer que nous avons des propositions différentes de financement, de finances nouvelles, pour pouvoir alimenter notre système de retraite par répartition. Nous avons de ce côté-ci de l'hémicycle plein de propositions, sauf que ces propositions-là, évidemment, vous ne voulez pas en entendre parler. Donc nous n'avons pas, nous, un reproche à vous faire du fait que vous ne voyez que la vision, que vous voyez la vision comptable et pas humaine. Ce que nous voulons vous dire, mes chers collègues, c'est qu'il y a une autre manière de voir la comptabilité de cette réforme. Évidemment que nous sommes tous redevables de l'argent de l'État, puisque au final ce sont l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui payent des impôts, qui alimentent les caisses de l'État. Ce que nous vous reprochons, c'est que vous prenez toujours dans les poches des mêmes pour alimenter vos réformes. C'est là où nous, la vision comptable est complètement différente de la vôtre. Nous avons en plus une vision beaucoup plus égalitaire et de justice sociale. Nous voulons faire payer tout le monde et chacun au niveau de ses moyens pour que chacun puisse ensuite bénéficier selon ses besoins. C'est là la différence fondamentale entre vous et nous, mais si besoin est, mon cher collègue, nous pouvons recommencer à vous l'expliquer. Merci, cher collègue. Pas d'autres demandes d'explication de vote? Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Pardon, excusez-moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'est pas adopté.
Ils ne sont pas adoptés. Nous passons à l'amendement 783. Monsieur Vera, vous présentez peut-être en même temps le 83, 84, 85 ? Ce sont les amendements de conséquence, je crois. Merci, Monsieur le Président. Je présente le 783. Et, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en avril dernier, le ministre des Armées déclarait, je cite, « Le système de retraite des militaires de carrière doit être maintenu ». Et il précisait que si le projet de loi gouvernemental était appelé à concerner les militaires, les mesures apportées au régime de retraite des militaires ne seraient que marginales. Cela n'est d'ailleurs pas sans rappeler les promesses non suivies d'effet du ministre de l'Intérieur en direction des agents de la police nationale. Car, quoi qu'en dise le ministre des Armées, les conséquences pour les militaires sont loin d'être marginales. Et si le ministre reconnaît que l'allongement de la durée de cotisation et le report de 2 ans de l'âge permettant aux généraux de bénéficier d'une retraite sans décompte pourraient avoir des incidences sur la carrière de l'ensemble des militaires, pourquoi donc ne pas en tirer les conséquences? Pourquoi ne pas dire clairement que, tout secteur confondu, le report de l'âge limite de départ à la retraite aura pour effet de geler ou de restreindre l'accès des jeunes à un premier emploi? Merci, cher collègue. Bon, donc on va juste sur le 783. Alors, monsieur le rapporteur, explication de vote. Pardon, l'avis de la commission. L'avis de la commission, bien sûr, il est défavorable. Et monsieur le ministre? Défavorable, monsieur. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il n'est pas adopté. Nous passons au 784. Il est présenté par M. Autain. Alors, Monsieur le Président, répondant à votre appel et aussi à l'appel de Madame la Présidente, je vais défendre 2 amendements pour accélérer le processus. J'étais très sensible à votre argumentation. Oui, nous sommes là pour vous distraire, hein, si j'ai bien compris, hein, c'est ça. Alors, on va essayer d'être plus jovial. Hein. Alors, oui. Alors, cet article 9 s'inscrit dans la logique gouvernementale de réduction des dépenses publiques que Hervé Morin, d'ailleurs, l'a annoncé lui-même, le ministre des Armées, devrait voir son budget diminuer de plus de 5 milliards d'euros. Incontestablement, cet article y contribuera pour une bonne part. Comme vous le savez, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCSPG ne sont pas opposés à une réduction du budget de ce ministère, à la double condition qu'elle corresponde à une volonté de réorientation des budgets, notamment vers la coopération internationale ou l'éducation, et à la condition que cette réduction n'ait pour effet de peser lourdement sur les personnels civils comme militaires. Or, le report de 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite sans décote ne respecte pas ce principe, raison pour laquelle nous y sommes opposés. Nous continuons à défendre l'idée selon laquelle, au lieu et place de la RGPP à la défense nationale, il serait profitable que cesse cette course à l'armement, notamment nucléaire. Les personnels militaires et civils de la défense nationale étant appelés à supporter une partie considérable de cette réforme, nous vous proposons d'adopter ces 2 amendements. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? C'est toujours le même, Monsieur le Président, avis défavorable pour ces suppressions d'alinéas. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement? Même avis, monsieur. Même avis. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Ils ne sont pas adoptés. Nous passons à l'amendement 139. Il est présenté par Monsieur Demézel.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je suis doublement réjoui, je me réjouis doublement de présenter cet amendement. D'abord parce qu'il va rétablir un droit et effacer une injustice par rapport aux travailleurs handicapés. Et deuxièmement, parce que cet amendement est passé au travers des mailles du filet de l'article 40. Ça m'étonne beaucoup, enfin, il est passé au travers. Dans sa rédaction actuelle, le Code des pensions civiles et militaires ouvre un droit de départ anticipé à la retraite pour les fonctionnaires atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80%, dans des conditions similaires à celles en vigueur pour les salariés relevant du régime général. Or, la loi du 27 juin 2006 a introduit une majoration de pension afin de compenser les aléas de carrière subis par les fonctionnaires handicapés et de neutraliser l'effet de la décote sur leur pension, qu'elle ait été liquidée par anticipation ou non. Or, la nouvelle rédaction du Code des pensions civiles et militaires, l'article 24.1, modifié par cet article 9, justement, supprime la majoration de pension actuellement accordée aux fonctionnaires handicapés. Cette suppression va fortement diminuer le montant de la pension accordée aux fonctionnaires handicapés, bien évidemment, et risque ainsi de limiter les possibilités de départ anticipé à la retraite pour ces agents. Donc cet amendement vise par conséquent à maintenir le dispositif actuellement en vigueur. Et quand je vous ai parlé de l'article 40, eh bien figurez-vous que j'avais un autre amendement, j'étais premier signataire d'un amendement concernant les handicapés, et il a été aspiré vers la porte de sortie par l'article 40. Il s'agissait de mettre fin à une situation inéquitable en supprimant la notion de charge effective et en se référant uniquement au niveau des ressources effectivement perçues par l'orphelin lorsqu'il s'agissait de faire bénéficier d'une pension de réversion aux orphelins majeurs et infirmes. Alors, si mon amendement, si je n'avais pas su lire l'article 9, je suis prêt à le retirer, car quant à l'amendement qui a été annulé, supprimé par l'article 40, vous savez, il est tellement important que je pense que je ne verrai pas d'inconvénient à ce qu'il soit repris par la Commission ou par le gouvernement. Vous savez, je ne cherche pas à avoir de droit d'auteur si ça doit satisfaire les intéressés. C'est d'abord ça qui compte le plus. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Monsieur le Président, je crois que l'auteur de l'amendement fait une erreur d'interprétation car le projet de loi ne supprime absolument pas la majoration de pension pour les handicapés. Donc c'est un amendement qui est satisfait. La Commission ne pourrait donner qu'un avis défavorable. On vous propose de le retirer sinon. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. J'ai évidemment le même avis que celui du rapporteur. Il y a deux alinéas dans cet article et autant le premier alinéa du 5e du 1 de l'article L24 du Code des pensions est modifié, autant le deuxième alinéa qui traite directement de cette question lui n'est pas modifié. Donc, comme le disait très justement Monsieur le rapporteur, l'amendement pourrait être retiré dans la mesure où il est déjà satisfait. J'ajoute, pour terminer en un mot, que comme vous l'avez constaté, quel que soit le point de vue que l'on ait sur l'ensemble du projet de loi, Monsieur le Président, vous aurez noté que nous avons souhaité manifester combien il était important de prendre et de traiter en quelque sorte à part la question et les problèmes liés aux personnes handicapées. On l'a vu dans les différents autres aspects du texte. Donc évidemment, nous avons fait garde à ne pas tomber dans ce travers qui serait injustifiable. Merci, Monsieur le Ministre. Chers collègues, est-il retiré? Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, vous avez vu que j'ai pris des précautions. J'ai dit peut-être j'avais mal lu, hein, donc, et j'ai dit que j'étais prêt à le retirer. Je le retire, mais
je vous fais la proposition concernant l'amendement 155 dont j'étais le premier signataire et qui a été retiré par la Commission des finances. Vous n'êtes pas obligé de le reprendre tout de suite, vous pourrez toujours le reprendre un peu plus loin dans l'article 19, et même si c'est un amendement du gouvernement ou un amendement de la Commission, je vous répète, je n'y verrai pas ombrage s'il rétablit une certaine justice. Si vous avez perdu le 155 parce qu'il a disparu du listing des amendements déposés, je suis prêt à vous le remettre. Je pense que quand on fait de grandes déclarations concernant les retraites pour les handicapés, eh bien, que le ministre, M. Woerth, a fait la semaine dernière, eh bien, je pense qu'on doit tout à fait normalement reprendre l'amendement 155 que j'avais signé avec mes collègues du groupe socialiste. Donc, je retire le 139 et je vous supplie de reprendre le 155 parce que je ne peux pas le faire moi-même. Merci, chers collègues. Nous passons donc au 786. Madame Terrade. Merci, Monsieur le Président. Ce 786 propose de supprimer les alinéas 9 à 17 donc de cet article 9. Comme la Grande Muette risque fort de se faire discrète sur le devenir de son code des pensions et de l'évolution de ses retraites, nous sommes donc amenés avec cet amendement à confirmer notre opposition à la mise en œuvre des dispositions concrètes de cet article 9. Quelle problématique pose en effet l'allongement de la période d'engagement des militaires et le recul de leur âge de départ en retraite? Une problématique évidente de déroulement de carrière, surtout dans un contexte où la loi de programmation et les différentes lois de finances discutées dans le prolongement prévoient expressément un reformatage de nos armées sur des effectifs et des unités en nombre moins important. On ne peut en effet séparer ce problème de goulot d'étranglement de l'ensemble de la question des retraites. Il est acquis à la lecture des éléments budgétaires disponibles que le compte des pensions militaires présente un évident problème de couverture. Un problème de couverture lié à la fois aux conditions particulières d'exercice du droit à pension, la durée de service requis est moins longue, et au décalage croissant entre nombre de militaires en activité et nombre de pensionnés. Il s'agit donc de faire en sorte que progressivement le régime de pension soit de plus en plus pris en charge par ses propres ayants droit. L'autre problème, bien entendu, est que le nombre des emplois libérés dans une unité militaire sera en bout de course moins important et moins élevé qu'on aurait pu l'attendre, ce qui empêchera un renouvellement conséquent des effectifs et peut conduire, sous certaines conditions, à une mise en cause de l'avancement de militaires d'actifs plus jeunes. Est-ce nécessairement ce que l'on recherche ici ? Si tel est le cas, il faut le préciser de suite. Sinon, il faut bien entendu voter en faveur de cet amendement qui risque fort de conduire à rendre encore moins opérationnelle l'armée française pour des motifs assez peu essentiels de troubles cuisine budgétaire. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis du gouvernement. Monsieur le Président, chers collègues, cet amendement donc nous propose de supprimer les alinéas de 9 à 17. Vous pensez bien que le texte perd toute sa nature et donc avis défavorable de la Commission. Merci, monsieur le rapporteur pour la Commission. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. La Commission est défavorable pour les mêmes raisons. On aura l'occasion d'ailleurs, dans les articles suivants, de rentrer plus à fond dans la question des militaires et je vous donnerai, Madame la sénatrice, des éléments de réponse qui, j'en suis convaincu, vous permettront de modifier le jugement critique que vous avez émis et sans doute de retirer quelques-uns des prochains amendements. Merci, monsieur le ministre. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 1225. Monsieur le rapporteur. Oui, vous le savez, donc le Sénat a adopté à l'article 6 un amendement qui a exclu du relèvement de l'âge d'annulation de la décote les parents d'enfants handicapés. Or, cet article 6
ne concerne que le régime général et les régimes alignés. Donc par cet amendement, la Commission des affaires sociales tend à faire une coordination qui est nécessaire et là pour la fonction publique. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement est évidemment favorable à cet amendement de la Commission. J'ai eu l'occasion, il y a quelques instants, de répondre au Président Domézel que c'était sur ces questions liées au handicap une des priorités du texte du gouvernement que de prendre en compte la situation tant des travailleurs handicapés, c'est ce que nous avons fait, que des parents de travailleurs handicapés, que des aidants des travailleurs handicapés. Et donc, tout naturellement, nous avons le souci de faire en sorte que la fonction publique puisse bénéficier pour les personnes handicapées des mêmes dispositifs. C'est la raison pour laquelle l'avis est favorable. Monsieur le ministre, pas de demande d'explication de vote? Si, Madame Le Texier. Lors du débat sur l'article 6, nous avions voté l'amendement de M. Abou, l'amendement du gouvernement relatif aux parents qui s'étaient arrêtés de travailler ou qui avaient ralenti leur activité professionnelle pour s'occuper d'enfants handicapés. Donc, naturellement, nous allons voter cet amendement. Merci. Monsieur Fischer, pour explication de vote. Nous avions eu la même attitude et donc, logique avec nous-mêmes et par cohérence, eh bien, nous voterons. Pas d'autres demandes. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Il est adopté à l'unanimité. Nous votons sur l'article 9. Explication de vote. Pas d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter l'article 9 veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il est adopté. Nous arrivons à l'article 9 bis et j'ai une demande de parole de Monsieur Fischer. Non. Pardon, Monsieur Fischer. Quel enchaînement. Alors, comme vous le savez, la loi du 21 août 2003 relatif à la réforme des retraites a mis en place un dispositif permettant la prise en compte dans la durée d'assurance des périodes d'études n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse. Un dispositif dont le principal mérite est de soulever sans doute pour la première fois la question de la prise en compte des périodes d'enseignement dans les droits à retraite. Alors toutefois, ce dispositif est bien trop contraignant puisque les périodes d'études concernées doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme. Mais surtout, il repose sur le principe du rachat, c'est-à-dire qu'il ne bénéficie qu'à celles et ceux qui disposent de moyens financiers leur permettant de racheter ces années. Aussi, si ce dispositif est louable, il repose en quelque sorte sur un mécanisme de capitalisation puisque l'assuré s'achète des droits propres et s'inspire du modèle assurantiel commercial où les assurés peuvent décider de racheter leur franchise. Donc, pour notre part, nous considérons qu'il est possible, avec un autre financement, et souhaitable de faire en sorte que, titre de la solidarité, chaque année de scolarité, comme chaque année de formation, puisse ouvrir des droits à la retraite. Or, comme vous le savez, le relèvement des 2 bornes d'âge et l'augmentation de la durée de cotisation ont pour effet de rendre inutiles certains des versements qui ont déjà été effectués. Alors, afin de ne pas pénaliser les salariés qui devront déjà subir ce projet de loi et qui ont fait le choix de ce rachat, nous ne nous opposerons pas à l'adoption de cet article. Merci, chers collègues. Nous avons 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Tout d'abord, l'amendement 141. Madame Campion. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, cet article 9 bis qui a été ajouté lors de la discussion à l'Assemblée nationale prévoit donc la possibilité d'obtenir un remboursement de trimestres rachetés.
Et en effet, du fait du relèvement de l'âge d'ouverture du droit à pension, certains de ces rachats de trimestres vont devenir inutiles. Des assurés qui ont effectué des versements pour compléter leur durée d'assurance devront différer en effet leur départ en retraite du fait de la réforme sur laquelle nous travaillons, entraînant ainsi une augmentation de leur nombre de trimestres cotisés. Et en prenant pour hypothèse que les assurés concernés resteront actifs jusqu'à l'âge légal de départ en retraite, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a évalué entre 171 et 277 millions le coût du remboursement pour le régime général, selon que les assurés demandent le remboursement des seuls trimestres devenus inutiles ou la totalité des trimestres rachetés. Les 9 000 salariés concernés ont racheté 54 000 trimestres, nous indique la CNAV, dont une partie en vain. Le chèque moyen à restituer à chacun de ces cotisants serait de 22 000 €. Les sommes qui ont été déboursées au moment du rachat ont constitué une privation pour les ménages et il est donc juste qu'ils puissent être en mesure d'en solliciter le remboursement. C'est pourquoi nous vous proposons cet amendement qui vise à informer les assurés qui ont été prudents et qui avaient anticipé leur déficit de trimestre cotisé, que leur rachat devient sans cause et qu'ils peuvent en solliciter le remboursement. Et nous souhaitons que l'obligation d'information soit inscrite dans le texte de la loi afin que, effectivement, chacun soit informé que les sommes versées doivent bien revenir aux assurés. Merci, cher collègue. L'amendement 302, Madame de Montès. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, cet amendement vise à compléter l'amendement que ma collègue Claire-Lise Campion vient de défendre est relatif à l'information nécessaire des personnes concernées par les dispositions de cet article 9 bis. Donc je ne vais pas reprendre évidemment l'argumentation qui a été développée sur la nécessité de faire connaître aux assurés concernés les modalités de rachat de trimestre de cotisation pour leurs années d'études. Mais il me paraît opportun de préciser, comme nous l'avons déjà fait d'ailleurs sur d'autres articles, que ces personnes doivent être informées qu'elles résident en France ou à l'étranger. En effet, les Français s'établissent de plus en plus fréquemment hors de nos frontières et nombre d'entre eux sont affiliés à un régime de retraite française. Ils doivent donc bénéficier également de l'information la plus complète possible sur leurs droits et notamment sur la nécessité de faire la demande dans les 3 ans suivant l'entrée en vigueur de cette loi d'un remboursement de cotisation. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Oui, Monsieur le Président, donc le premier amendement, le 141, prévoit de manière, et pensons-nous tout à fait utile, l'information des assurés qui sont concernés sur cette possibilité donc de remboursement des trimestres qu'ils ont rachetés et bien sûr c'est un remboursement qui devient inutile du fait de la réforme. En plus, ils ne sont pas très nombreux et cette information peut être, nous semble-t-il, délivrée assez facilement. Donc avis favorable de la Commission. Le deuxième, je pense qu'il est satisfait sur le 302, par le premier. Oui, oh, vous savez, hein, j'allais dire. On va être... il passe avec, mais qui peut être parti, qui rachète en étant à l'étranger? On pourrait se poser la question. Alors, l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, écoutez, nous sommes favorables à l'amendement 100... Faut pas que je me trompe dans les 141, voilà. C'est l'information, demander le remboursement de leur achat, on est d'accord, je n'ai pas évidemment de problème. Sur le deuxième, c'est pas la même chose, si je comprends bien, c'est plutôt les rachats, à l'étendre aux étrangers, d'accord, ok, sagesse, alors oui, étendre aux étrangers. Donc les différents sagesse. Sagesse, d'accord, très bien.
Explication de vote, Monsieur Fischer. Bon, bien entendu, nous voterons ces deux amendements qui tendent à compléter l'article 9 bis en précisant que les salariés qui ont procédé au rachat d'une partie de leurs années d'études sont informés de la possibilité qu'offre cet article de pouvoir bénéficier d'un tel remboursement. Je crois que c'est l'évidence, c'est la sagesse qui s'est exprimée. L'article 3, d'ailleurs, de ce projet de loi prévoit clairement que les assurés sont informés et il faut refaire la liaison de leur situation quant au niveau de leurs droits à retraite. Beaucoup d'entre vous ont, en séance publique comme en commission des affaires sociales, salué l'avancée que constituait cet article, même si aussi, pour notre part, alors, bon, il y a toujours cette arrière-pensée d'inciter les travailleurs à renforcer la part de capitalisation dans leur retraite. Aussi, il nous semble important que les salariés puissent disposer d'une information claire, y compris sur la possibilité de bénéficier d'un tel rachat. En effet, sans publicité en direction des personnes directement concernées, il y a fort à craindre que ce dispositif ne soit que partiellement utilisé, ce qui, je l'espère, n'est pas votre volonté, mais là, on salue la position qui vient d'être prise et, bien sûr, nous voterons ces deux amendements. Merci, chers collègues. Madame de Montes, pour explication de vote. Oui, juste très rapidement, juste un point de précision, parce que l'amendement numéro 302 intègre aussi les éléments du 141, nous allons retirer le 141 et nous allons maintenir le 302. Oui, on est d'accord. Très bien, donc le 141 est retiré. Je vous propose de voter sur le 302. Qui souhaite l'adopter? Merci, il est adopté. Nous votons sur l'article 9 bis, pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci, il est adopté. Nous en arrivons au chapitre 2 sur la limite d'âge et mise à la retraite d'office. Sur cet article 10, j'ai une demande de parole de Monsieur Fischer. Sur le 10, l'article 10. 10, Madame David, Monsieur Fischer, non? Très bien. Excusez-moi, Monsieur le Président, je n'avais pas compris 10. J'ai compris bis, alors je me demandais de quel bis il s'agissait. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, rallonger de 2 ans l'âge permettant de bénéficier de la retraite, retardé donc de 2 ans en portant à 67 ans l'âge auquel pourraient prétendre les salariés pour bénéficier d'une retraite sans décote, ne vous suffit apparemment pas, puisque vous réaffirmez votre volonté de voir certains fonctionnaires à travailler le plus longtemps possible, raison pour laquelle, depuis le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, vous avez modifié les règles en matière de mise à la retraite d'office. Ainsi, un fonctionnaire pourrait décider, s'il le souhaite, de travailler jusqu'à l'année de ses 70 ans. En ce sens, l'article 10 n'est pas une innovation, il est la continuité logique de votre politique. D'ailleurs, il n'y aurait rien de scandaleux, selon votre majorité, à ce que des salariés qui le souhaitent, qui seraient volontaires, puissent travailler jusqu'à 70 ans. Sauf qu'en réalité, la liberté des salariés est contrebalancée par les réalités que vivent nos concitoyens. Prévoir une telle mesure, que ce soit dans la fonction publique comme dans le secteur privé, ne suffit pas. Encore faut-il s'assurer que le niveau des pensions soit suffisant pour pouvoir liquider sa retraite plus tôt si on le souhaite, mais aussi que les travailleurs qui ont subi des conditions de travail particulièrement difficiles ou qui ont commencé à travailler très jeunes puissent bénéficier d'une retraite anticipée. Toutefois, connaissant l'attachement de nos concitoyennes et concitoyens à la retraite à 60 ans, et ils ne cessent de le montrer, manifestation après manifestation, la prochaine ce sera pour demain, ensuite pour mardi, cet article a plus une portée symbolique qu'effective. Il s'agit pour vous, l'air de rien, d'inscrire dans la loi et surtout dans les têtes l'idée selon laquelle il serait possible, pour qui le voudrait, de travailler jusqu'à 70 ans. Il ne vous suffit plus alors qu'à opérer un léger basculement et rendre progressivement obligatoire ce qui est aujourd'hui facultatif.
Cet article constitue un nouveau coup de canif supplémentaire à notre pacte social, lequel est déjà bien entaillé depuis l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Mais au-delà, cet article nous interroge sur la société que nous sommes en train de construire et force est de constater que l'idée que nous nous faisons d'une société de progrès et de solidarité est à l'opposé, mes chers collègues, de celle que vous voulez. Merci, chers collègues. Nous passons donc à l'amendement 44. Il est présenté par Monsieur Vera. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Par cet amendement de suppression, nous souhaitons affirmer notre opposition à cet article qui recule de 2 années l'âge auquel les salariés peuvent être mis à la retraite d'office. Avec cet article, la limite d'âge passerait à 69 ans révolus. On pourrait donc travailler jusqu'à l'année de ses 70 ans. C'est donc le franchissement d'un seuil. C'est le 4e âge au travail et ceci constitue une grave régression sociale. Nous contestons la nécessité de recourir à un recul de l'âge de départ en retraite sous couvert de l'argument d'une prétendue urgence démographique, assis sur des projections hasardeuses pour financer notre système de retraite par répartition. Cette position est d'ailleurs confortée par le fait que le présent projet n'assure en aucun cas un financement équilibré à l'horizon 2018. Or, un financement pérenne est tout à fait envisageable, sans mettre en difficulté l'économie de notre pays, comme le démontre notre proposition de loi numéro 2679. Cette proposition de loi montre que d'autres solutions sont possibles, car avec votre réforme, il s'agit, comme le disait le numéro 2 du MEDEF, de supprimer tous les acquis de la libération, de démanteler progressivement le programme du CNR fondé sur la solidarité nationale et intergénérationnelle. Nous pensons pour notre part que ce programme est toujours d'actualité et que la retraite par répartition reste une idée d'avenir, une idée moderne. Pour cette raison, et parce que nous pensons que les salariés ont le droit, après une vie de labeur, de profiter d'une retraite méritée, nous demandons la suppression de cet article. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. L'avis de la Commission est défavorable car actuellement, dans sa rédaction actuelle, le salarié pourrait de droit rester à son poste jusqu'à son 72e anniversaire. Si j'ai bien écouté vos propos, ce n'est pas ce que vous voulez, donc on ne va pas vous suivre en supprimant cet article. Donc avis défavorable de la Commission. Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ce serait assez paradoxal. En supprimant cet article, vous repousseriez à 72 ans, en réalité, l'âge où un employeur ne pourrait mettre à la retraite d'office un salarié. Donc je ne dis pas que c'est ce que vous voulez. Je ne dis pas que c'est ce que vous voulez, mais ça aboutirait à cela. Donc nous maintenons cet âge à 70 ans. C'est l'âge de la liberté. Je veux dire, si le salarié veut continuer à travailler, au fond, c'est pas de liberté pour l'employeur. Si l'employeur ne peut pas le mettre à la retraite d'office, mais évidemment le salarié peut prendre sa retraite au moment où il le souhaite, dans les conditions de la retraite. Et en même temps, d'ailleurs, c'est cohérent avec la politique que nous menons. Je comprends d'ailleurs que puissiez être opposé, mais c'est de se dire, si on a envie de travailler, on peut cumuler l'emploi et la retraite, on peut, voilà, il y a plusieurs possibilités pour continuer à travailler, pour ceux qui souhaitent continuer à travailler. C'est pour ça que je suis opposé, évidemment, à votre amendement. Merci, Monsieur le Ministre. Explication de vote? Pas d'explication de vote? Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Nous passons à 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 911, il est présenté par Monsieur Fischer. Alors avec notre amendement, nous proposons de supprimer l'article 90 de la loi de finances. Nous proposions de supprimer l'article 90 de la loi de finances de la sécurité sociale. Alors, bon, c'était en fait un article qui traitait de la mise en retraite d'office après 65 ans
qui est symbolique de la situation faite d'un côté aux jeunes qui ne trouvent pas d'emploi et de l'autre aux seniors qui sont contraints de travailler plus longtemps quand ils trouvent un emploi, bien sûr. Alors, c'est un débat que vient de rappeler le ministre d'ailleurs. Les entreprises préfèrent, je le rappelle, se séparer ou refuser d'embaucher des salariés de plus de 50 ans et on constate que les taux d'emploi baissent fortement et régulièrement à partir de 55 ans. Travailler après 65 ans, ce n'est pas, sauf rares exceptions, un choix de vie, comme on a pu l'entendre dire parfois, et bien sûr, ce sont des philosophies fondamentalement différentes. Les personnes qui demandent à travailler après 65 ans le font parce qu'elles ont comme seule perspective, la plupart du temps, une retraite trop faible, ou cela s'adresse à des catégories de cadres supérieurs, de direction, où on sait qu'il y a certains hauts fonctionnaires. Bien. Alors ces salariés ne sont pourtant pas les responsables de leur situation. C'est bien souvent la solidarité nationale qui a failli, puisqu'elle ne leur permet pas de faire face aux dépenses, d'ailleurs de la vie courante ou aux dépenses de soins. Et on s'aperçoit que de plus en plus de monde prolonge sa durée de travail. Et la vraie question du financement des retraites, ce n'est pas l'allongement de la durée du travail, mais bien, je crois, l'insuffisance, à la fois de cotisations qui entrent dans les caisses de la sécurité sociale, du fait des politiques d'exonération. La garantie de l'avenir des retraites passe nécessairement par une remise en cause de ces exonérations, une remise à plat des cotisations patronales aussi, dont bénéficient tous les membres du MEDEF, pratiquement. Elle passe par l'accès de tous à un emploi, donc il faut en finir avec une valeur ajoutée qui est très inégalement répartie, puisqu'on s'aperçoit que la progression des actionnaires est de plus en plus grande. Donc, à travers cet amendement, nous pensons et nous réaffirmons que le travail doit être structurellement bien rémunéré et que nous devons, dans ces conditions, j'ai essayé de tenter de justifier cet amendement. Voilà, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Amendement 980, il est présenté par Madame David. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je sais que ni vous ni Monsieur le rapporteur n'aiment les rapports, mais il nous semblait important, au vu de ce que vous nous proposez avec cet article, que le gouvernement, justement, nous remette au Parlement un rapport dans un délai d'1 an, à compter de la promulgation de la loi, afin de savoir précisément qui, parmi ces salariés qui souhaitent travailler jusqu'à l'année de leurs 70 ans, puisque c'est de ça dont il est question, savoir qui, parmi ces salariés, se retrouverait dans l'obligation de travailler ou véritablement serait volontaire pour travailler jusqu'à cet âge-là. C'est ce que disait mon collègue Fischer à l'instant. Est-ce que parmi ces salariés se retrouveraient des personnes en situation difficile au moment de la retraite, qui les pousserait, parce que leur pension serait trop faible, à aller au-delà de l'âge légal? Et dans ces cas-là, évidemment, nous ne pouvons pas accepter de faire travailler des salariés jusqu'à 70 ans parce que leur niveau de pension est trop faible. Soit ce seront des salariés qui volontairement voudront travailler jusqu'à 70 ans parce qu'ils auront des postes et des métiers des plus intéressants, valorisants et qui leur donnent une grande satisfaction. Dans ces cas-là, je trouve ça tout à fait injuste également, car très souvent, dans ces cas-là, les personnes qui restent jusqu'à 70 ans empêchent d'autres jeunes personnes de pouvoir accéder à ces postes. Et je trouve qu'il y a là une certaine injustice qui n'est pas très bonne vis-à-vis de nos jeunes, bien évidemment pas les jeunes à la recherche d'un premier emploi, parce que là, pour le coup, il ne s'agirait pas de postes en début de carrière, mais en fin de carrière. Je trouve injuste de priver certains salariés qui pourraient bénéficier de ces promotions. Donc voilà, en plus, dans ce rapport, nous souhaiterions également avoir la part entre les femmes et les hommes, notamment,
Et ça rejoint un petit peu la première raison de ce rapport, c'est-à-dire que nous craignons que trop de femmes arrivées à l'âge de la retraite n'aient pas une pension suffisante pour qu'elles soient obligées de continuer à travailler jusqu'à l'année de leurs 70 ans. Et là, pour le coup, ce serait complètement inacceptable. Déjà, le report à 67 ans, pour nous, est inacceptable. Alors si, en plus, vous les autorisez à aller jusqu'à 70, c'est complètement inacceptable. Voilà le sens de ce rapport. Je sais bien que c'est un rapport de plus, comme je l'ai déjà entendu. Ni le rapporteur, ni le gouvernement ne sont très... enthousiaste à l'idée d'un rapport supplémentaire, mais il me semble quand même que dans du fait du sujet de ce rapport, il me semble important que nous puissions quand même l'obtenir. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Monsieur le Président, par l'amendement 911, vous nous demandez donc de revenir sur les dispositions du PLFSS 2009 qui ont relevé donc l'âge de la mise à la retraite d'office. Vous comprendrez que la Commission a mis un avis défavorable. Pour le second, c'est vrai que c'est un rapport de plus. Bon, il est formulé en termes assez vagues, mais toutes ces données statistiques, on peut les recueillir déjà auprès des différents régimes. Donc là aussi, avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Même identique pour le gouvernement, monsieur le ministre. Merci. Donc, sur le 911, explication de vote. S'il n'y en a pas, que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il n'est pas adopté. Sur le 980, même vote. Même vote. Nous votons sur l'article 10. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il est adopté. Non, je ne sais pas. Nous passons à l'article 11 et j'ai donc une demande de parole de monsieur Demézel. Merci, Monsieur le Président, messieurs les ministres, mes chers collègues. Cet article 11 est finalement le frère jumeau de l'article 10 puisqu'il concerne le relèvement de l'âge où on peut prendre la retraite à taux plein, qui est de 65 ans et qui passerait à 67 ans. Au passage, j'ouvre une parenthèse, c'est qu'il passerait de 65 ans à 67 ans en 5 ans. Si bien que jusqu'à maintenant, on était habitué à la notion de trimestre, et là, tout d'un coup, on passe à une notion nouvelle de quadrimestre. Je vous laisse imaginer les petites difficultés qu'il va y avoir pour les systèmes informatiques, parce que tout est sur les trimestres. Là, pour ça, ça va passer par tous les 4 mois. Mais pour ça, ceci est anecdotique. Alors, finalement, cette disposition ne concerne que 17% des assurés sociaux. Que 17%. Pourquoi ? Parce qu'une bonne partie seront déjà partis. Soit parce qu'ils sont fatigués et qu'ils souhaitent partir à 60 ans ou à 62 ans sur la période, et il ne restera que 17% qui atteindront cet âge, qui atteignent aujourd'hui cet âge de 65 ans. Mais qui sont-ils? C'est avant tout et surtout des femmes. C'est surtout des femmes, pour 22%, ce sont des femmes qui doivent attendre pour avoir une retraite à taux plein, compte tenu d'une carrière en pointillé. Ce sont les femmes qui seront donc les plus pénalisées. On l'a dit, je m'excuse, on l'a déjà dit, peut-être c'est ennuyeux de le dire, mais moi je le répète, c'est les femmes qui vont être pénalisées puisqu'elles pouvaient prétendre avoir le taux plein à 65 ans, et bien là, il faudra qu'elles restent un peu plus jusqu'à 67 ans.
j'ai dit l'essentiel, mais comme aujourd'hui, pour moi, c'est la journée session de rattrapage pour les amendements qui ont été aspirés par l'article 40 vers la porte de sortie, je voudrais, Monsieur le ministre, vous alerter, et je répète, cet amendement, s'il a été retiré, mais je ne verrai pas ombrage à ce que vous le repreniez, parce que moi je peux le faire, ou que la Commission le reprenne. De quoi s'agit-il? Eh bien, figurez-vous que dans la fonction publique territoriale et hospitalière, je crois que dans la fonction publique d'État, il y a ce qu'on appelle les congés spéciaux. Or, un congé spécial dure 5 ans. Et la plupart de ceux qui ont pris un congé spécial l'ont pris à 60 ans. Hein? Ils l'ont pris à 60 ans. Mais au bout des 5 ans, le couperet va tomber et ils n'auront plus le congé spécial. Mais le problème, c'est qu'ils auront 60 ans et ils n'auront pas l'âge de prendre la retraite puisqu'il faudra attendre 67 ans. Autrement dit, là, il y a une pénalisation qui est tout de même gênante. J'avais proposé à l'article 9, après l'article 9, qu'on corrige et qu'on prolonge jusqu'à l'âge auquel ils pouvaient prétendre. La commission des finances est passée par là et il paraît que ça va grandement pénaliser les finances publiques. Écoutez, il s'agit d'une poignée de personnes. Je pense qu'on pourrait faire l'effort et surtout qu'on va se trouver devant une situation où ils ne pourront pas prendre la retraite. Ils seront sans salaire et sans pension. Alors écoutez, ils viendront vous voir pour voir comment on règle cette question. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Müller a la parole. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, chers collègues, le financement des retraites repose depuis toujours quasi exclusivement sur la masse salariale à la CSG près. Ce dispositif, avec toute sa cohérence, au sorti de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en un demi-siècle, la donne a radicalement changé, sur le plan macroéconomique, et à 2 niveaux. Personne ne peut contester d'abord une hausse historique de la productivité du travail, liée non seulement aux nouvelles organisations du travail, mais aussi au progrès fantastique des technologies mises en œuvre. Deuxième grand changement, c'est l'explosion des revenus du capital, qui ne constituait qu'une fraction minime du PIB à la fin des 30 Glorieuses. La conversion au néolibéralisme des élites dirigeantes dans les années 80 a induit un développement sans précédent des marchés financiers, de cette économie casino qui plombe l'activité économique en prélevant sur la valeur ajoutée, ce qui freine l'investissement, l'activité économique et l'emploi. Un développement sans précédent des marchés financiers qui exige des dividendes exorbitants reversés aux ménages, essentiellement les plus riches. Oui, nos sociétés ont évolué en profondeur, pas seulement sur le plan démographique, avec le déséquilibre croissant actif-inactif, mais aussi sur le plan macroéconomique. Ignorer cette donne, se cantonner à une approche exclusivement démographique pour tenter de rééquilibrer le système de retraite en s'appuyant sur la masse salariale, n'est pas seulement profondément injuste pour les salariés, notamment les plus modestes, les plus fragiles, exposés aux travaux les plus durs, et les femmes. Cette posture relève au choix de l'aveuglement, du conservatisme, d'une certaine mauvaise foi ou de ce que je serais bien tenté d'appeler par son nom une alliance de classe. Cette crispation sur un financement reposant exclusivement sur la masse salariale prend évidemment un relief particulier dans la fonction publique, puisque le gouvernement se prépare en 2011 à liquider 34 000 postes de fonctionnaires. Cherchez l'erreur. Le dogme du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 qui résulte de la tristement célèbre RGPP, Réforme générale des politiques publiques, va certes permettre à l'État d'économiser 400 millions d'euros, mais il va se traduire aussi par la baisse correspondante de la masse salariale et donc des bases de cotisation. Monsieur le ministre,
Vous accentuez ainsi le déficit des régimes de retraite correspondants. Et la réponse que vous apportez est rigoureusement inacceptable. Travailler plus longtemps et augmenter les cotisations en période de gel structurel des salaires nominaux dans la fonction publique, c'est-à-dire accentuer la baisse du pouvoir d'achat. Alors pour terminer, je souhaite revenir sur les effets de cette détestable RGPP qu'il faut enfin appeler par son nom, la réduction généralisée des personnels publics. Messieurs les ministres, sortez de votre tour d'ivoire, allez sur le terrain, dialoguez enfin vraiment avec les infirmières et autres personnels de santé qui n'en peuvent plus, incapables de répondre à des besoins croissants avec un personnel toujours plus réduit, avec les enseignants et l'ensemble de la communauté éducative confrontés à des problèmes sociétaux croissants avec des moyens en diminution, les travailleurs sociaux qui font face à la multiplication des situations dramatiques, crise oblige, mais sans être soutenus, avec les gardiens de prison chargés de gérer des détenus toujours plus nombreux, politique répressive oblige, avec des effectifs décroissants, ce qui finit par poser des problèmes de sécurité, notamment dans les centrales, avec les policiers chargés du maintien de l'ordre dans une société qui se délite, avec l'ensemble des acteurs du service public dont la charge de travail administrative explose, complexification de nos procédures oblige. Tous, je dis bien tous, sans exception, sont atterrés par ce qui est en train de se passer, la destruction méthodique d'un pilier de notre pacte républicain, nos services publics, construits progressivement depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui sont tout simplement le marqueur d'une société développée. Permettez-moi, messieurs les ministres, de douter de votre attachement au service public, je cite, que vous vous efforcez d'afficher. Alors, réforme des retraites plus RGPP, franchement, on ne pouvait pas faire pire, et les Verts voteront pour la suppression de cet article 11. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Chiari. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet article 11 prévoit le relèvement progressif de 2 années de la limite d'âge dans la fonction publique. C'est en fait la voiture balai pour n'oublier aucun fonctionnaire. Vous avez fait passer avec l'article 5 l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans et avec l'article 6 de 65 à 67 ans. Le relèvement de la limite d'âge proposé par cet article est la conséquence du recul de l'âge de la retraite qui va être, quoi que vous puissiez en dire, brutal. Nos concitoyens l'ont bien compris, qui manifestent avec force leur opposition à cette réforme et à votre méthode. D'abord pour le régime général et avec le présent article pour les fonctionnaires sédentaires. Tout cela est cohérent avec votre idéologie. Je ne vais donc pas prendre la parole pour dénoncer le simple article 11, mais pour refuser l'ensemble des modifications que vous suggérez. Cet article met en évidence votre volonté de mettre au pas également les fonctionnaires. Ma défense sera dès lors celle de tous les travailleurs et non d'une catégorie particulière. Le découpage du texte facilite le brouillage des questions, alors que le recul est global, général et de ce fait condamnable. Mais je rappellerai également, comme cela a été dit par mes collègues, que dans la fonction publique, il n'y a pas que les fonctionnaires de catégorie A. Il y a tous ceux des autres catégories qui ont souvent des petits salaires et qui ont des emplois à forte pénibilité. Et, Monsieur le Ministre, vous ne pouvez pas l'ignorer. Pour soutenir ce double recul de 2 ans, vous arguez sans cesse de la situation démographique. C'est un argument souvent employé. Les chiffres sont connus, je n'y reviens pas. Je suis cependant très surprise, car la réforme de 2003, que l'on nous présentait alors comme la panacée, la grande réforme censée résoudre l'ensemble des problèmes de manière durable, s'est visiblement révélée comme insuffisante. La réforme de 2003 n'a rien réglé. Pourtant, les données démographiques étaient les mêmes à l'époque. L'embêtant avec la démographie, c'est qu'il s'agit d'une science sur le long terme et de surcroît assez exacte. Il est difficile de la faire mentir. Ce qui prévalait en 2003 est toujours valable de nos jours. Rien, finalement, n'a changé sur le fond. La vérité, c'est que c'est votre politique qui cause cette détérioration des comptes et alourdit les déficits.
Le problème démographique que vous pointez si souvent n'est qu'un alibi, un paravent pour masquer votre véritable échec. La politique économique que vous menez ne donne aucun résultat, si ce n'est le creusement des déficits et une santé économique déplorable de notre pays. Alors parler retraite, c'est aussi parler emploi. Et c'est là, en l'occurrence, parler emploi public. Nous pouvons aussi parler de nos services publics, de la RGPP, qui casse, et cela a été dit par mon collègue Muller, qui casse nos services publics. Vous ne mesurez pas les conséquences du remplacement d'un fonctionnaire sur deux et qui pèse sur l'ensemble de nos fonctionnaires, magistrats, policiers, médecins, infirmiers, instituteurs, etc., qui manquent sur tout le territoire. Plutôt que de vous interroger sur le bien-fondé de vos orientations, vous préférez en remettre une couche en fragilisant encore, par le présent texte, les fonctionnaires. C'est bel et bien une réforme injuste et inefficace. Je rappelle que les fonctionnaires ne sont pas des privilégiés, comme vous tentez souvent de le faire croire, pour opposer les fonctionnaires à ceux du privé. Mais comme dans tous les secteurs, il y a des situations différenciées dont vous ne prenez absolument pas compte et qu'il y a beaucoup d'emplois difficiles dans la fonction publique, de tout petits salaires, mais aussi de beaucoup de précarité, notamment chez les contractuels. Parce que chacun d'entre nous doit beaucoup à tous les agents du service public, parce qu'ils ont assuré notre formation, parce qu'ils assurent notre sécurité, parce qu'ils se préoccupent de notre santé, parce que les services publics qu'ils nous rendent sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, nous souhaitons la suppression de cet article qui est à l'image du texte, un assemblage idéologique qui se part d'un courage politique qu'il n'a pas pour mieux masquer vos échecs. Nous demandons donc la suppression de cet article. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Fischer. Oui, l'application de ce texte à la fonction publique, oui, en même temps, ça vaudra pour la défense de l'amendement 18. D'accord. Alors, l'application de ce texte à la fonction publique est une illustration cruelle de l'absurdité de cette réforme. Barisa Chiari vient de le rappeler. Selon le gouvernement, le système français de retraite est confronté à des déficits qui résulteraient alors du vieillissement démographique des salariés. Et cette explication est bien aisée car elle permet de passer sous silence l'échec de la droite en matière de création d'emplois et de comblement des déficits publics. Et en effet, le chômage de masse ou encore les exonérations de charges sociales sont autant de pertes qui grèvent le budget des retraites. Et le gouvernement, qui a fait le bilan des suppressions d'emplois, a dit que près de 100 000 avaient été déjà supprimés sur quelques années, là, et qu'il se fixait l'objectif d'en supprimer encore 100 000 d'ici 2013-2014. Donc, on voit bien que l'objectif, eh bien, c'est par ces suppressions d'emplois concourir au démantèlement des fonctions publiques. Or, face à cela, que fait le gouvernement et ceux qui l'ont précédé, certes depuis 2002, mais aujourd'hui le gouvernement se lance à corps perdu dans une politique forcenée de suppression massive de postes de fonctionnaires. Chaque année, ce sont plus de 30 000 postes de fonctionnaires, 34 000 l'année prochaine, qui seront supprimés avec des effets dévastateurs sur les services publics. Il n'y a qu'à mentionner le gouffre dans lequel se trouve l'éducation nationale, qui a vu ses postes diminuer de façon exponentielle pour comprendre. En l'espace de quelques années, ce sont des centaines de milliers d'emplois qui ont été détruits, renvoyant autant de personnes sur un marché de l'emploi complètement saturé et étouffé. Au final, ce sont autant de personnes qui sont venues rejoindre les rangs des chômeurs, des intérimaires, des CDD, des temps partiels et autres sous-emplois sous-payés, c'est-à-dire toute la cohorte donc des emplois atypiques. C'est également autant de rentrées de cotisations en moins, de dépenses en assurance chômage et autres prestations sociales en plus.
Or, victime d'une surdité qui frise à l'autisme, le gouvernement continue sa politique antisociale et contre-productive. C'est ce que je disais, c'est du Thatcher à la puissance 10, en voulant rehausser l'âge légal de la retraite pour les fonctionnaires et ainsi embouteiller encore plus l'accès à la fonction publique. Outre les effets dévastateurs sur l'emploi, cela aura des conséquences désastreuses sur les conditions de travail des fonctionnaires en poste. Et les témoignages affluent pour nous parler de l'asphyxie, notamment des services publics, puisque maintenant les fonctionnaires, pour pouvoir travailler, sont obligés d'interdire ou de fermer les services à l'accès au public un certain nombre de demi-journées. À titre d'exemple, alors que l'éducation nationale souffre d'un déficit chronique de postes de professeurs et qu'elle doit faire face en son sein aux répercussions des politiques antisociales sur la jeunesse, pouvez-vous imaginer que l'on demande à un professeur de 62 ans de continuer à enseigner dans de telles conditions? Alors, dans l'armée, on rappelle les retraités quand il y a des coups de bourre, excusez-moi l'expression, on va en arriver là, c'est-à-dire solliciter de plus en plus les retraités et bloquer en fait la création de postes. Cette réforme ne résout aucun problème, elle ne fait que les déplacer. En appliquant à la fonction publique le rehaussement de l'âge de la retraite, le gouvernement troque des retraités contre des chômeurs et détériore encore plus les conditions de travail des fonctionnaires. Et ce que l'on voit émerger, mais d'une manière très importante, c'est la précarité. C'est-à-dire que de plus en plus, par le biais de la contractualisation, on se trouve confronté de plus en plus à l'explosion de la précarité dans les fonctions publiques, d'où l'incertitude sur l'avenir, d'où le mécontentement qui se manifeste dans les rues. Merci, cher collègue. La parole est à Madame David. Non, c'est bon. Alors, la parole est à Monsieur Assouline. Oui, là, on touche un débat sur la fonction publique et les conséquences de cette réforme pour les fonctionnaires. Et à ce moment-là, je voudrais qu'on ouvre les yeux sur un élément particulier des conséquences. Si nous débattons, c'est parce que il y a une réforme qui est venue s'imposer comme incontournable, et très souvent, notre débat a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a pu éclairer métier par métier ce que ça voulait dire concrètement. Et d'ailleurs, c'est le reflet de quelque chose peut-être que le gouvernement n'a pas compris, c'est que la retraite, ça concerne tout le monde, et qu'indépendamment du matraquage et de la propagande, chaque Français, dans sa situation particulière, allait à un moment de ce débat regarder concrètement ce que ça voulait dire pour lui demain. Et chaque Français se rend compte, quelle que soit sa situation, de l'aggravation des choses. Et très souvent, et M. Bonin vous l'a dit hier, les jeunes eux-mêmes, indépendamment de leur propre projection personnelle sur ce qui se passera à leur retraite, ce qu'ils font peu, c'est vrai, regardent leurs parents, la situation de leurs parents. Ils n'ont pas envie de voir leur père ou leur mère, qu'ils ont souvent vu user par le travail, travailler jusqu'à 67 ans. Pour les fonctionnaires, nous avons une situation paradoxale où, en même temps, et ça a été souligné, qu'il y a une réduction de moyens, il y a une pression presque de rendement qui s'exerce sur les fonctionnaires et qui a été constatée dans plusieurs métiers, que ce soit la police, que ce soit les enseignants et j'en passe, crée une situation particulière dans le travail, de stress, de fatigue, de difficulté à rendre un service public correct, malgré toute leur volonté, avec le mécontentement que ça produit pour les usagers, y compris. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Je demande au ministre de bien regarder la situation, et d'ailleurs, j'aurais aimé qu'il y ait des projections qui nous soient faites. On ne remplace pas un fonctionnaire sur deux. Ça veut dire que les jeunes rentrent moins dans la fonction publique, de fait, puisque c'est les jeunes qui remplacent. D'accord ?
plus l'allongement de l'âge de départ à la retraite, ça va mécaniquement, en quelque temps et de façon assez rapide, faire vieillir le corps des fonctionnaires dans tous ces métiers. Il y aura un vieillissement plus fort et plus accentué que le vieillissement lui-même de la population. Alors, des profs, dans les situations que vous connaissez, Monsieur le Ministre, probablement, dans des quartiers assez difficiles où déjà nous avons un certain nombre de difficultés à faire que les professeurs puissent aller au travail avec enthousiasme vu les moyens qu'on leur donne. Ces endroits où un prof ou une prof à 67 ans, et quand je dis une prof, je veux souligner le fait que c'est encore les femmes qui vont le plus trinquer, puisque vous savez que, par exemple, pour les professeurs, ce sont les femmes qui sont majoritaires dans ce métier, et avec les interruptions de carrière que tout le monde a soulignées ici, vous savez très bien que ces agents de la fonction publique, je vais aussi parler des policiers, parce que ça peut éclairer. Si, j'ai regardé de façon précise. Globalement, il se passe que par rapport à avant, aujourd'hui, à terme, on va dire, les policiers pourront travailler jusqu'à 64 ans. Vous imaginez, jusqu'à 64 ans pour le maintien de l'ordre, c'est quand même une difficulté. Vous ne voyez pas comment, dans un corps qui doit être assez dynamique, qui est en proie à des difficultés accrues à exercer le métier parce que la société est beaucoup plus difficile, beaucoup plus fractionnée, que le service public est quelque chose de plus compliqué à rendre de façon égale sur tous les territoires et quelles que soient les conditions sociales. Faire vieillir ce corps et obliger les fonctionnaires à travailler plus longtemps alors qu'on réduit les moyens et qu'on ne remplace pas un fonctionnaire sur deux, le cocktail est explosif et les fonctionnaires ont raison, quelle que soit leur situation, de rejeter cette réforme. J'étais étonné de voir dans les manifestations, enfin étonné, je constatais que dans les manifestations, les fonctionnaires que l'on a décrits comme avantagés, nantis, etc., étaient massivement dans ces manifestations et déterminés. Ils ont raison et ils vont poursuivre la chose. Merci, cher collègue. Madame Bricq a la parole. Oui, puisqu'il s'agit des fonctionnaires, moi je voudrais, Monsieur le Ministre, vous êtes compétent sur ce sujet, je voudrais à partir d'un cas d'espèce qui m'a été soumis dans mon département de Seine-et-Marne, mais qui est révélateur de ce qui peut se passer, notamment dans l'éducation nationale, et qui n'est pas un cas unique, parce que nous faisons la loi, donc nous défendons évidemment l'intérêt général. Et ça risque de se passer pour beaucoup d'enseignantes, souvent, qui sont très inquiètes par rapport au texte de loi et qui, fort légitimement, dès lors qu'elles ont leurs années de service et qu'elles ont élevé 3 enfants, ont la possibilité de partir et donc veulent le faire avant que la loi soit définitivement votée et promulguée, parce qu'elles sont très inquiètes par le sort qui va leur être fait par cette loi. Et il se trouve que, à partir du moment où on a les conditions pour partir, on sait que l'application devrait être en cours d'année. C'est-à-dire que si quelqu'un fait valoir ses droits au mois d'avril, eh bien, ce sera cela qui comptera. Et elle a fait, je suppose que d'autres l'ont fait, le calcul, si tel était le cas, elle aurait une moins-value de près de 200 € par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 200 € par mois pour des salaires qui sont modestes. Et dans l'éducation nationale, s'agissant des obligations de service, vous ne pouvez pas ignorer que s'agissant des directeurs d'école ou des professeurs, eh bien, une année commencée doit être achevée et court jusqu'à la rentrée suivante. C'est la coutume. Peut-être n'y a-t-il pas d'assises législatives, mais ça se pratique, c'est la règle. Pour les rémunérations,
et l'obligation d'être présent donc le jour de la pré-rentrée qui s'effectue au début du mois de septembre. Alors ça pose le problème effectivement des remplacements. Imaginez quelqu'un qui fait valoir ses droits à la retraite qui part en mai ou vous pensez qu'on va nommer, parce que ça pose un problème de fond, on va nommer un remplaçant ou une remplaçante pour finir l'année scolaire? Vous savez, est-ce que vous connaissez le problème des remplacements? Moi, je pourrais vous en parler plus que 5 minutes. Des postes ne sont pas remplacés. Je parle de mon département, qui est un département, le seul de l'Île-de-France, en expansion démographique, et où on ne fait pas les remplacements. Et vous savez ce que c'est pour les parents d'élèves et pour les élèves de ne pas avoir de remplaçants. Eh bien là, vous êtes en train de créer un problème qui est spécifique, certes, mais qui relève de la politique aveugle que vous faites dans l'éducation nationale. Mes collègues ont parlé de la RGPP, mais on pourrait aussi parler de ce problème qui est récurrent à l'éducation nationale. Et là, vous allez l'aggraver par la situation que vous allez faire concernant les retraites. Je pense que ce n'est pas un cas, excusez-moi, ce n'est pas un jeu de mots d'école, c'est un cas qui va se poser, qui se pose et qui affecte directement les pensions de retraite et les rémunérations. Merci, chers collègues. Madame Borvo-Cohen-Seat a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je demande la parole pour un rappel au règlement, mais qui va vous faire plaisir. Le préfet de Paris a suspendu l'utilisation des flashballs après l'incident de Montreuil. Je voudrais remercier tous les sénateurs et autres qui sont intervenus depuis hier sur le sujet, parce qu'on peut considérer que ça a aidé à la prise de décision du préfet de Paris, et m'en féliciter parce que tout le monde sait que le flashball est une arme dangereuse et que il est vraiment inadapté d'ailleurs à tout type de manifestation, et de toute façon dangereuse quelle que soit la situation, et ça fait très longtemps que beaucoup se mobilisent pour interdire l'utilisation des flashballs. Donc là en l'occurrence je crois que nous avons permis que au moins ça, le préfet prenne cette décision, que le gouvernement et le préfet par son intermédiaire prennent cette décision. Merci, chers collègues. Monsieur Abou, la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, juste répondre à Madame Bricq, que je crois qu'il y a eu dans son intervention un peu un mélange, car vous avez en même temps parlé des instituteurs, des directeurs d'école, des professeurs de collège, etc. On n'est pas tout à fait sur les mêmes articles. Là, nous ne sommes plus sur les articles concernant les instituteurs, qui effectivement sont les seuls qu'on peut contraindre à terminer l'année, parce qu'ils ont un régime tout à fait particulier, à l'inverse des professeurs de collège et de lycée, qui, eux, prennent leur retraite au moment de l'âge de la retraite, en cours d'année. Donc, je ne voudrais pas que persiste une idée inexacte dans ce que nous avons entendu. Non, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et bon, à la limite, quelle que soit la pénibilité du travail d'instituteur, on peut aussi remarquer que c'est le métier en France où l'espérance de vie est la plus longue. C'est-à-dire l'espérance de vie est de 88 années, ce qui fait que, comme le départ est à 55 ans, ça donne en général autant de périodes de retraite que de périodes d'activité, 33 ans. Eh bien, Madame Borvo, comme à l'habitude, glousse, mais ça ne change rien à la réalité des choses. Bien. Alors, Monsieur le Ministre, la parole est à Monsieur le Ministre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec votre autorisation, si vous me le permettez, je voudrais quand même tenter d'apporter quelques éléments de réponse aux uns et aux autres, et puis ensuite, je m'interromprai, puis je vous laisserai reprendre votre dialogue constructif, riche et intéressant. Je voudrais faire quelques remarques
en essayant de, pardon de le dire, mais de ne pas rentrer quand même à mon tour, je dis bien à mon tour, dans un jeu de caricature, parce que c'est malheureusement pour quelques-unes des interventions ce que j'ai entendu. Monsieur de Mézel, c'est une réponse, non pas vous, c'est pas vous que je visais, c'est autre chose. Mais je veux dire ce que je visais très clairement, hein, parce que quand j'entends quelques propos, je veux dire très clairement quand je considère qu'il y a caricature. Vous avez simplement dit, Monsieur le Président, que ça se faisait en 5 ans le passage 65-67, non c'est en 6 ans, Monsieur le Président, et on commence donc par définition 65 ans en 2017, donc on en va jusqu'en 2023. Donc je voudrais dire que la progressivité se fait bien à raison de 4 mois par an, ça fait donc 6 ans, on est bien d'accord, puisqu'il y a 2 ans, et non pas 5 ans. Et en second lieu, on est en montée en puissance jusqu'en 2023. Comme vous le voyez, on est donc dans une logique qui est à la fois très progressive et en même temps à long terme. Je le dis pour relativiser un petit peu les inquiétudes que vous avez évoquées. Je voulais vous dire également que on est pour ce qui est du CPA, puisque je crois que c'est ce que vous avez évoqué, j'ai répondu plusieurs fois pour la cessation progressive d'activité, on est dans une logique, dans ces cas-là c'est moi qui ai mal compris et je vous répondrai dans ces cas-là à un autre moment, mais ce que je voulais dire c'était s'il s'agissait du CPA, que j'avais déjà donné plusieurs éléments de réponse hier pour indiquer qu'il ne s'agissait en aucun cas d'avoir une interruption et qu'on prolongerait évidemment l'activité de telle façon qu'il n'y ait pas de rupture avec la pension. Quoi qu'il en soit, il est hors de question d'arriver à terme. Monsieur Muller, voilà exactement, Monsieur Muller, la caricature. Alors, je ne rentre même pas dans les caricatures personnelles. Vous avez évoqué que vous étiez élu, que nous étions coupés de je ne sais quoi, du peuple tel que vous l'avez évoqué. Je suis élu comme vous, monsieur. Je suis élu comme vous, peut-être même depuis plus longtemps que vous. Je ne suis pas élu dans des terres qui sont très faciles et je voulais vous dire que je ne revendique rien de plus que vous, mais j'ai le droit de vous dire que je ne veux que vous revendiquiez rien de plus que moi non plus. Quand je suis dans ma circonscription et dans ma commune, je suis au contact de la population de la même façon. Et si vous aviez la grande gentillesse de pouvoir éviter ce type de mise en cause personnelle, même quand elles sont exprimées avec courtoisie, vous me rendriez service et je crois que vous le feriez également au débat démocratique qui est le nôtre. Une fois que je vous ai indiqué ça, j'ai quand même 2 ou 3 éléments précis à vous donner. En premier lieu, je voulais vous indiquer que vous avez, si je vous ai bien entendu, je crois l'avoir fait, évoqué une baisse de la masse salariale, donc une baisse des cotisations, donc une difficulté aggravée en termes de déficit. En réalité, la vision que vous avez du 1 sur 2 est à cet égard un peu caricaturale, parce qu'en réalité, vous rentrez dans un calcul qui est un calcul de court terme, alors que par définition, le 1 sur 2 est un calcul de long terme. Le 1 sur 2, monsieur le sénateur, comme vous le savez sans doute, c'est une politique qui aujourd'hui, contrairement à ce que vous avez dit, mais je pense que vous l'avez dit en toute bonne foi, qui ne génère pas les économies que vous avez décrites. En réalité, le 1 sur 2, c'est-à-dire le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite aujourd'hui, dégage approximativement 1 milliard d'euros d'économies par an, dont 700 millions ont été reversés sous des formes de mesures catégorielles aux fonctionnaires. D'ailleurs, pour celles et ceux, mesdames les sénateurs, que ça intéresse, je voudrais préciser à ce sujet que sur les 700 millions qui ont été reversés, ils l'ont été en très grande partie notamment pour l'éducation nationale. Et toute la politique de mastérisation à laquelle nous procédons, 200 millions d'euros par là pour celle-ci, ont été directement issus de cette politique de non-renouvellement du 1 sur 2. Donc vous voyez bien que sur le court terme, nous sommes donc dans une logique qui est une logique plutôt de retour catégoriel que d'économie. Il y en a quand même 350 millions, cela dit, qui ont été dégagés. Quand vous évoquez par ailleurs le gel des salaires dans la RGPP, là encore, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Il suffit que vous relisiez, par exemple, après que la Cour des comptes l'ait remis, le rapport de la Cour des comptes, présidé, je me permets de le rappeler, par M. Migaud, auprès duquel j'ai travaillé pendant de très nombreuses années en tant que membre de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Que dit aujourd'hui le rapport de M. Migaud? Il dit qu'en réalité, en matière de gel des salaires, nous devrions le faire et nous ne le faisons pas. Je me permets de vous rappeler que si vous voyez, et je suis à votre disposition pour en parler quand vous le voulez, l'évolution du pouvoir d'achat dans la fonction publique. Non mais, il faut bien voir les choses. L'évolution du pouvoir d'achat dans la fonction publique, qui est mesurée à partir de ce que l'on appelle la RPP, c'est-à-dire en fait ce que gagne un fonctionnaire, la RGPP, sur une année par rapport à l'année précédente. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'en réalité, depuis 2000, il n'y a pas eu une seule année où l'augmentation du pouvoir d'achat a été inférieure à 0,5. Pas une seule. Y compris de mémoire en 2003, quand il y a eu une année blanche, c'est-à-dire qu'il y a une année sans augmentation du point d'indice. C'est dans toutes les statistiques, c'est dans tous les papiers de l'INSEE, dans tous les papiers de la Cour des comptes, et je vous le redis, il faut connaître les chiffres dont nous parlons. Alors, sur la base des chiffres dont nous parlons, vous confondez sans doute volontairement, je pense que c'est volontaire, parce que je ne crois pas une seule seconde que vous ne le sachiez pas, vous confondez
abonder ce qui relève du point d'indice et ce qui relève de l'augmentation du pouvoir d'achat. Quand vous prenez le point d'indice, qui fait l'objet de discussions avec les représentants des syndicats, on constate qu'il y a effectivement 0,3, 0,4, 0,5, parfois 0,8% d'augmentation. C'est 0,5 pour 2010. Quand vous voyez l'augmentation globale de la rémunération du pouvoir d'achat, vous voyez qu'en réalité, c'est évidemment abondé par le GVT, c'est ce que disait le président Fischer tout à l'heure, par les mesures catégorielles par ailleurs que nous prenons. Au total, quand vous prenez les rémunérations dans la fonction publique, vous prenez tous les documents que vous voulez, vous verrez qu'elles sont en augmentation. Et je le dis d'autant plus volontiers que le rapport de la Cour des comptes, qui a été rendu il y a quelques jours, qui prend acte du fait que pour 2010, nous avons augmenté ces rémunérations de 0,5% et annoncé le gel de celles-ci pour 2011, le calcul qui est fait par la Cour des comptes consiste à nous dire, ce qui est vrai, que nous faisons nettement plus que tous les autres, puisque tous les autres ont commencé par baisser et ensuite par geler. Et geler sur plusieurs années. Nous avons augmenté sur 2010 et nous gelons simplement sur 2011. La Cour des comptes nous dit, vous devriez le faire sur plus long terme. Donc, je voudrais savoir par quel mystère, quand les responsables socialistes accèdent à des responsabilités du type Cour des comptes ou FMI, on a des rapports qui disent l'inverse de ce que disent les tenants du Parti socialiste sur les bancs de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes, comme M. Woerth vous a renvoyé au rapport du FMI concernant le problème des retraites. Concernant ensuite Mme Carry, je dois dire que la façon dont Mme Carry a présenté les choses était assez virulente aussi. Il y a deux points que je me suis permis de noter dans son propos. D'abord, c'est le fait qu'en matière de convergence, je n'ai pas entendu, je le redis, la moindre proposition qui soit faite par le Parti socialiste sur les mesures de convergence à prendre. Mais surtout, il y a une expression, Madame, que j'ai trouvée assez particulière, qui était la suivante, mettre au pas les fonctionnaires. Je voudrais savoir au nom de quoi on peut prendre des expressions de cette nature pour voir la politique que nous mettons en place. Si, Madame, on se cantonne au débat sur les retraites, je me permets de vous rappeler que nous n'avons pas aligné, pour des raisons que j'ai expliquées plusieurs fois, le régime des 6 derniers mois sur le régime des 25 meilleures années, et nous ne l'avons pas fait parce que nous considérions que c'était inutile de prendre cette mesure dans la mesure où les pensions versées le sont à peu près au même montant. C'est donc la définition précise de l'inverse d'un dogmatisme ou d'un désir de mise au plat. Les régimes spéciaux, je voulais vous dire qu'il aurait été parfaitement légitime de s'interroger sur le fait d'avoir une accentuation de la montée en puissance de la réforme de 2007-2008. Nous ne le faisons pas parce que nous considérons qu'il est tout à fait normal que les agents des régimes spéciaux aient le temps d'avoir une montée en progression telle qu'elle a été définie en 2007 sans la brusquer. C'est l'inverse, Madame, d'une mise au pas. Je vous dirais exactement la même chose pour la politique de revenus. Je viens de répondre à M. Müller, je ne redis pas ce que j'ai indiqué. C'est l'inverse précisément de ce qui se fait partout ailleurs et de ce que préconisent certains grands organismes, je viens de l'indiquer. Et puis, je pourrais vous dire qu'il y a plein de mesures que nous ne prenons pas dans le cadre de la réforme des retraites et qui, pourtant, auraient été pas totalement illégitimes. Est-ce que, par exemple, en matière de pension de reversion, est-ce que pour le minimum garanti qu'on réforme mais qu'en partie, on ne pouvait pas aller plus loin? On pouvait aller plus loin. Pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que, mesdames et messieurs, c'est exactement l'inverse de ce que vous dites. Parce que nous avons de la fonction publique et des fonctionnaires, et je le dis pour moi, en particulier, qui travaille sur ces questions depuis des années et des années, j'ai un profond respect pour le service public et pour les fonctionnaires. Ce qui me permet de vous dire, mais si, madame, c'est pas parce que vous caricaturez les situations pour des discours qu'on arrive au final à avoir une justification des mesures que nous prenons. Je le redis très clairement, nous n'avons pas d'excès dans ce que nous faisons et on aura l'occasion de l'écrire dans d'autres situations dans les prochains articles qui vont arriver. Je ne vais pas reprendre après tout ce que vous avez dit, mais sur la RGPP, vous la définissez comme étant homogène. Sur la RGPP, vous noterez qu'il y a des effectifs qui augmentent dans certains ministères malgré tout. Très précisément, à la justice. À la justice, on a parlé des magistrats, eh bien sachez-le, à la justice, les effectifs augmentent. Il y a d'autres ministères dans lesquels ils sont stabilisés. Mais cela dit, je redis les choses avec clarté, nous avons 5 200 000 fonctionnaires en France. 5 200 000 fonctionnaires en France, cela veut dire que nous avons un taux d'emploi de la fonction publique rapporté à la population qui est le plus élevé de tous les pays économiques comparables. Et d'ailleurs, quand vous regardez les effectifs dans la fonction publique de l'État, vous constaterez que dans les dernières années, il y a eu une diminution sur les 2-3 dernières années des effectifs centraux, une légère augmentation qui s'est faite dans les organismes qui sont les organismes rattachés, c'est-à-dire les opérateurs, et en réalité, ça stabilise à peu près le chiffre. Donc, par définition, si vous voulez rentrer dans un débat très approfondi sur les chiffres, je suis à votre entière disposition pour le faire, mais en tout cas, pas sous forme de caricature. Pour M. Fischer, qui a parlé de précarité dans la fonction publique, mais c'est vrai, Monsieur le Président, il faut dire les choses telles quelles, c'est vrai qu'il y a des situations de précarité dans la fonction publique, et c'est la raison pour
laquelle le gouvernement a décidé d'ouvrir, vous le savez, un chantier qui a déjà d'ailleurs été ouvert avec les organisations syndicales elles-mêmes, concernant par exemple les contractuels. On a une vraie situation